Ooh. Saturday afternoon, 5 p.m. MMA sparring every Saturday in Central. Ça va? C'est comment l'entraînement? Très bon, très physique. Ok, bon, rencontre avec Pierre. Alors, comment ça va, Pierre? Ah, ça va super. Tu fais quoi de beau aujourd'hui, samedi? Tu fais quoi ce matin? Dis-nous tout. Samedi du Nouvel An chinois, on s'est remis un petit peu des excès de la veille. Puis ensuite, tranquille, je commençais un peu à m'échauffer, à m'entraîner, faire quelques formes de Wing Chun chez moi. Puis je suis venu ici pour un entraînement complet. D'accord, alors dis-nous tout. Alors, le Wing Chun, tu es venu à Hong Kong, tu as découvert ici. Depuis combien de temps tu es là? Tu es venu en France? Dis-nous tout, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, super. Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 27 ans. 28 ans maintenant, 28 ans. Tu viens de les avoir ou quoi? Ouais, je viens de les avoir, bon exactement. anniversaire. Merci. Non. C'était en décembre, donc il y a un peu plus d'un mois Il y déjà. a quand même 2 mois, tu parles. J'ai pas envie de vieillir. Et je suis arrivé à Hong Kong en octobre 2022 en fait, à partir du moment où ils ont allégé les restrictions du Covid. J'étais en Allemagne avant, puis j'avais en tête de venir à Hong Kong, donc je suis venu. Et avant d'arriver à Hong Kong, sport de combat, j'avais vraiment pas d'expérience. J'avais fait un peu de judo quand j'étais gamin, mais c'est tout. Moi, mon truc, c'était vraiment le foot. Et en arrivant à Hong Kong, comme beaucoup de gens, j'ai découvert le film Ip Man. Ah, ouais. Et en fait, Moi, je t'ai intéressé grâce au film. complet. Et en fait, ça m'a complètement matrixé. Alors, c'est le premier de... C'était alors j'ai vu le 1 que j'ai revu le lendemain, que j'ai revu le lendemain, Non. tellement j'ai Ah, aimé. mais tu es à fond, toi. Ah, Comme un ado. Ouais, complet, j'étais. Quand j'étais petit, j'aurais quoi, les Power Rangers, je regardais plusieurs fois. Ah, c'est ça, j'ai été comme un gamin pendant une semaine, je suis pas sorti de regarder ça. Et en parallèle, c'est vrai que je venais d'arriver, donc je cherchais un club de foot à Hong Kong et j'en ai trouvé aucun qui me plaisait. Et donc je me suis dit, bah écoute, on va essayer de faire comme Ip Man, ou du moins découvrir un petit peu. Et donc j'ai découvert un club de Wing Chun, côté de chez moi à Sheung Wan. Super, et de là en fait, passion complète, j'ai commencé à entraîner 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Accro. Complètement accro. J'ai appris à utiliser mon corps, j'ai appris à mieux bouger, aussi à comprendre un petit peu la mécanique du corps, ce qui allait bien, ce qui allait pas bien, sur les choses sur lesquelles on pouvait travailler. Je pense que comme beaucoup de jeunes hommes, j'avais les problèmes de base du mec qui travaille dans un bureau, quoi. J'avais un bas du dos qui était très faible, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au cou. Tous les gars un peu sédentaires qui font pas assez de sport. Complet. Et en fait, j'ai appris à me redécouvrir aussi. Et de là, j'ai commencé à aimer mettre des coups. Et ça me dérangeait pas trop d'en prendre. Et donc, ça fait 1 an et demi maintenant que je m'entraîne à fond. Et à un moment, je voulais un petit peu plus que le Wing Chun aussi. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé il y a 1 mois. Un truc comme ça, il y a 1 mois. Et je suis venu une fois pour voir, ça m'a beaucoup plu. Et là, maintenant, samedi, 17h, je suis là. Et tu as vu, tu m'as dit par Just MMA, par Exactement. vidéo, c'est ça, par hasard? En fait, je cherchais avec mon shifu au Wing Chun, je lui avais dit que j'étais intéressé pour faire des combats. Et donc, il m'a emmené voir d'autres mecs qui faisaient du kung fu, du karaté, machin. Donc, j'ai commencé un peu à me battre avec eux. Mais c'est vrai qu'il me manquait cette... Du sparring, tu veux dire? Exactement, du sparring, pardon. Te battre. Pardon, à faire du sparring. Mais c'est vrai qu'il me manquait cette dimension un petit peu réaliste, un petit peu terre à terre, où c'était très beau, il y avait des très belles exécutions, des très beaux mouvements. Mais je me disais, putain, si à un moment je me retrouve dans la rue avec un mec qui lui fait vraiment du MMA, il va jamais me laisser faire mes techniques. Ouais, je vais pouvoir un peu le bloquer et tout, mais il y a peu de chances finalement que j'arrive à vraiment l'enchaîner correctement. Et donc j'ai commencé à taper un petit peu sur internet, MMA Hong Kong, où est-ce qu'on pouvait déjà regarder et puis ensuite aussi pratiquer. Et en fait, je suis tombé sur toi qui organisais avec Just MMA. Just MMA, je crois que c'était, je sais plus si c'était l'année dernière ou avant le Covid. J'ai vu que tu organisais des fight clubs. Puis donc j'ai tapé Marc Guillon et j'ai vu que tu avais un studio ici et c'est comme ça que je t'ai envoyé un petit WhatsApp. Ok, très bon, bienvenue. Alors, comment c'est l'entraînement pour l'instant? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, c'est facile, c'est dur, c'est Ouais. quoi? Alors là, on a fait 10 rounds, 9 rounds de 3 minutes, 5 Alors, je crois qu'on a fait 5 rounds de points. 5 de points et. Quelques-uns, combien? 3 rounds de pieds-points. Après, on a fait MMA, je crois. Ouais. Bon, ça va, allez. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il y a une dimension qui est vraiment différente par rapport aux arts martiaux traditionnels, on va dire. Où là, en fait, on ne peut pas se permettre finalement de se reposer que sur ce qu'on sait faire parce que l'autre personne, en l'occurrence là c'est toi, tu es très complet. Tu sais très bien utiliser tes poings, tes pieds, le sol, les accroches.
Donc je peux pas me contenter uniquement de ce que je sais faire au Wing Chun. Donc évidemment, ça va me sortir de ma zone de confort. Et en sortant de ma zone de confort, ça va aussi me permettre d'identifier mes points faibles. Là où au contraire, j'y arrive un petit peu mieux. Et bien évidemment, ça va aussi me donner une différente notion de la gestion de l'effort. Au Wing Chun, là où je vais plutôt rester très statique, essayer d'être un tronc en fait. Tu vois, un tronc qui envoie les bras. Là, si je fais ça, tu vas m'enchaîner tout de suite, tu vas me prendre les jambes. Donc c'est vraiment une forme beaucoup plus complète finalement de s'approcher. C'est complémentaire parce que tu fais déjà du Wing Chun. Exactement, et donc j'aime beaucoup. Ça m'a aussi fait me rendre compte qu'il va falloir que je fume un petit peu moins de clopes. Parce que c'est vraiment physique, mais c'est super. Et je pense aussi que toi, tu as une approche qui est quand même vraiment agréable pour un débutant comme moi finalement. C'est que tu vas te mettre en danger pour me laisser des ouvertures. Et une fois que j'ai pris cette ouverture une fois ou deux, tu vas vite me faire comprendre qu'il y a d'autres moyens d'avancer ou de reculer. Et donc c'est vraiment super. Ok, très bien, bon, c'est clair. Parlons un peu plus général au niveau du sport. Alors, tu m'as dit que tu viens du foot. Ouais, exactement. Toi, tu en as fait beaucoup, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai joué au foot toute ma vie. J'ai plutôt fait du foot, tout ce qui est sport d'endurance aussi. Donc évidemment, en complément du foot, je courais beaucoup. J'aime beaucoup être dans la nature. Ça m'est arrivé de faire des très longs treks sur 1 mois, 2 mois, dormir dans la nature. Donc tu sais, je pense que niveau endurance, cardio, c'était un peu mes points forts. Mais c'est vrai qu'après, appliquer ça dans un petit espace, comme là on va faire sur un studio d'entraînement, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et en fait, à part ça, genre là, j'aime bien aussi les sports de glisse, je fais beaucoup de surf, de ski. Donc finalement, des sports qui ont demandé du cardio, mais pas comme on fait ici en MMA justement. Exactement. Faire un match de 90 minutes, c'est pas la même chose que faire des randos de 2-3 minutes. Exactement. C'est très différent. Bon, c'est cool. Et donc, tu m'as dit que tu étais en Allemagne avant. C'est ça. Combien de temps? Alors en fait, j'ai fait 3 ans en Allemagne et avant ça, je bossais à Londres et avant ça, j'ai bossé en Espagne, à Madrid, là où aussi j'ai fait mes études. Donc j'étais vraiment très européen, je viens de France. Et j'ai toujours eu, en fait, j'ai pas toujours eu, mais un matin, je me rappelle très bien, en 2019, je me suis réveillé, je me suis dit, il faut que j'aille à Hong Kong, comme ça. Et je connaissais personne qui travaillait, pas de famille, pas d'amis là-bas. Et à cette époque-là, j'étais à Londres et donc je me suis dit qu'il faut que je trouve un moyen d'aller à Hong Kong. Et évidemment, j'étais jeune professionnel, donc j'avais pas forcément une qualification qui allait me permettre d'être envoyé finalement en tant qu'expat au bout du monde. Exactement. Et donc du coup, j'ai trouvé une boîte en Allemagne qui avait un bureau à Hong Kong. On en a parlé dès le début. Il y avait la possibilité, si ça marchait bien, après avoir un peu fonctionné à Francfort. Donc j'ai eu un peu la peine d'aller à Francfort, qui n'était pas forcément l'éclate pendant quelques années. Et au final, j'ai adoré pour justement ensuite avoir ce débouché de Hong Kong, ce qui m'est arrivé en octobre 2022. C'est la même boîte depuis 2019. Exactement en fait. Ah, t'as tout calculé depuis 2019? Alors, j'ai pas tout calculé, il y a eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de trucs imprévus en fait qui se sont mis sur le chemin aussi qui m'ont permis d'y aller. Qui m'ont permis de venir à Hong Kong. Ça a été beaucoup plus de chance, on va dire, et d'événements heureux qui s'assemblent les uns les autres. Mais le but d'aller en Allemagne, c'était en effet pour ensuite pouvoir déboucher sur Hong Kong. Ouais. Mais pourquoi Hong Kong? Pourquoi tu t'es réveillé comme ça? Pourquoi pas la Thaïlande, le Japon? J'en ai aucune idée. Parce que bon, moi, je sais, au début, moi, je voulais aller au Japon parce que j'adorais les mangas, les jeux vidéo. Ouais. Après, je voulais venir à Hong Kong à cause des films de Kung Fu et tout ça, et que je pratiquais. Voilà, j'avais une raison de venir à Hong Kong. Tout comme quand tu peux aller au Brésil pour la capoeira, tu peux aller en Inde pour le yoga, voilà. Mais toi, tu t'es dit Hong Kong comme ça? Écoute, je suis allé une fois en Asie dans ma vie avant d'arriver à Hong Kong et c'était à Bali. Donc tu vois, c'est quand même le truc. Maintenant, Bali, c'est un peu l'Amérique. McDo, boîte de nuit de partout. Et je ne connaissais pas du tout l'Asie et vraiment aucune idée de pourquoi. Tu vois, je me suis levé un matin en 2019 et en plus, j'avais une jolie vie à Londres. J'habitais avec mes copains, enfin, tout allait bien. Et j'ai eu cette idée, donc je me suis dit, j'ai dû faire un rêve de Hong Kong, j'en sais rien. Bah ouais, c'est bizarre. Et en fait, c'est resté. Et c'est resté. Et après, j'ai commencé à chercher d'autres jobs et tout. Et tout était focus sur Hong Kong. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est en venant à Hong Kong que j'ai découvert le Kung Fu. J'ai pas découvert le Kung Fu et ensuite j'ai voulu venir à Hong Kong qui est un peu la base du Kung Fu. Et écoute, depuis, hyper heureux quoi. Hyper heureux, j'adore la ville, tout le monde était hyper accueillant avec moi. Franchement, ouais, et je suis pas prêt de partir, je pense. D'accord. Bon, là, du coup, tu as adopté la ville, quoi. Complet. La ville t'a adopté. Alors, je sais pas si la ville m'a adopté, je travaille encore, mais moi, j'ai complètement adopté la ville. Et comme je te disais tout à l'heure, là, j'aime beaucoup être dans la nature.
C'est vraiment quelque chose qui est super important pour Ouais, moi. ça change les autres grandes villes. Et à Hong Kong, ben, tu vois, avant de venir, quand je regardais Hong Kong, la seule chose que j'avais en tête, c'était les gros gratte-ciel. Ouais, Et j'aurais c'est jamais un peu comme imaginé. Londres, quoi. Exactement. Les grandes villes, c'est du business, mais il te manque la mer, la montagne. Complet. À Hong Kong, tu as ça. Et j'ai été sidéré quand je suis arrivé à Hong Kong de voir qu'en 20 minutes de taxi, je peux être sur une plage où c'est Et tu savais quasiment. pas, tu savais pas avant de Mais venir. pas du tout. Donc toi, tu avais envie de venir à Hong Kong, mais tu avais fait des recherches ou... Bah, du coup, évidemment, quand j'ai ouais. commencé à chercher un peu des tafs à Hong Kong, j'ai googlé Hong Kong, tu Ouais. vois, j'allais sur Google Earth, je me baladais dans la ville, machin. Donc tu voyais la ville. Mais c'est tout, voilà, je voyais la Tu ville. voyais aussi quand même les plages, tout ça, non? Que dalle. voyais pas. Je voyais, avant- j'ai vu sur un haut de bloc qu'on pouvait se baigner, mais tu vois, je me disais, attends, Mais c'est en Hong plus, Kong, comme je c'est t'ai Hong dit, Kong. c'est une petite plage Mais oui, pourrie, c'est puis une, voilà. c'est une plage pourrie entre deux Vraiment là, tu as buildings. découvert que franchement, il y avait des beaux trucs, des beaux paysages. Ah mais c'est en arrivant que j'ai découvert ça et là tu vois je passe tous mes dimanches, je suis dans la nature, je vais escalader au bord des cascades, on va faire de la plongée, on fait du surf à Hong Kong, ce qui est quand même incroyable. On se fait des randos de temps en temps, on fait du camping. C'est vrai, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça. Moi-même, je ne savais pas avant de venir à Hong Kong. Donc c'est le but un peu de la vidéo aussi pour que les gens se rendent compte. Ah ben On voyage un petit peu. complet. Et tu vois, j'aurais jamais pensé qu'il y avait une ville comme Hong Kong où finalement on pouvait avoir cet aspect mégalopole, donc avec des gratte-ciel qui vont jusqu'au 100e étage, avec des super boîtes de nuit, des super restaurants. Et en 20 minutes de taxi, te retrouver quasiment dans la jungle en fait, avec des singes, des cascades, ou alors des plages qui sont incroyables, presque du sable blanc et de l'eau claire. Et donc en fait, je pense que c'est vraiment une des rares villes au monde où on peut avoir une vie active aussi occupée et en même temps décompresser aussi facilement le week-end. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. En général, soit tu choisis une grande ville comme Londres, New York, Voilà. Paris, où c'est vraiment, il y a que des buildings et tout ça. Et après, si tu veux t'évader, il faut que tu partes en week-end, quelques jours. Ou alors, soit tu vas dans un lieu paradisiaque comme la Thaïlande, Bali, etc. Ouais. Mais par contre, il y a moins le business, c'est pas là que tu vas faire de la finance et tout ça. Exactement. Et Hong Kong, c'est les deux. Après, on m'a dit quoi? On m'a dit peut-être Sydney aussi. Sydney, il paraît que c'est un peu ça. Je connais pas assez bien Sydney pour confirmer. Il paraît qu'il y a des belles plages aussi, que c'est du business, voilà. Mais c'est assez rare de demander. En général, tu es obligé de choisir soit le côté urbain, Exactement. soit tu choisis le côté paradisiaque. Exactement. Et là, en compte, il y a vraiment les deux. Voilà. Bon, après, le revers de médaille, c'est que c'est assez cher, etc. Mais bon. La vie est adaptée, la vie est très chère, mais évidemment, les salaires sont indexés là-dessus. Tu vois, par exemple pour un jeune professionnel, moi j'estime qu'il vaut mieux aller travailler, s'expatrier, aller à Londres, à New York, ou même à Hong Kong, qui sont des villes qui vont être très chères, mais évidemment le salaire va être aussi plus élevé. Donc finalement, on peut se créer une sorte de capital, une petite épargne, qui va nous permettre quand on rentre en France finalement d'avoir vraiment un matelas financier qui va ensuite nous permettre d'investir, d'acheter des apparts ou autre. Et je pense qu'on atteint plus facilement cette capacité finalement d'investissement en s'expatriant, en allant des villes où le coût de la vie est plus cher parce qu'évidemment les salaires aussi vont être beaucoup plus hauts, qu'en restant à Paris ou à Lyon comme moi de là où je viens. Ouais, tu gagnes un peu plus ton indépendance financière en constituant un patrimoine à l'étranger. Je pense. Ouais, c'est sûr. Tu vois, je pense que la vie à Hong Kong, bon après c'est que basé sur ma vie à moi, mais je pense que c'est, allez, 1,75 fois plus cher qu'à Paris, mais le salaire il est 2 fois et demi plus haut. Ouais. Donc finalement, c'est plus intéressant. Bah ouais. Alors dis-nous, toi tu es dans quel domaine? Tu travailles dans quoi? Alors moi je suis vendeur d'indices boursiers. Donc c'est de la finance. Je fais ça pour une boîte allemande. Et on vend nos indices boursiers finalement à tous les acteurs du marché de la finance. Un gestionnaire de portefeuille a besoin d'un indice pour savoir s'il a surperformé ou surperformé. Une banque d'investissement qui va émettre un produit, elle va aussi besoin d'avoir un indice pour montrer à son client les résultats de son produit à lui. On veut savoir comment va Hong Kong. On va prendre toutes les boîtes listées à Hong Kong, listées sur le Stock Exchange de Hong Kong, on va les mettre dans un indice, ça va nous permettre de finalement nous donner. C'est un indicateur de la santé économique d'un secteur ou d'un pays. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des indices sur mesure. Donc, si quelqu'un me dit je veux prendre toutes les boîtes chinoises qui font de l'hydrogène, parce que j'ai envie de savoir comment va le secteur de l'hydrogène chinois, et moi je vais lui faire cet indice. Et après, évidemment, on va chercher à faire des stratégies un petit peu plus poussées pour qu'ensuite nos clients puissent émettre des produits d'investissement qui vont être destinés à des professionnels, on va dire. Ok, bon, quelqu'un qui est dans ton domaine et qui est en France, là, voilà, il a, pour X raisons, il a envie de quitter la France, au moins temporairement, quelques années, ou alors il veut une expérience à l'étranger. Alors comment il fait? Comment il fait pour chercher, trouver un job? Est-ce qu'il trouve et après on l'envoie ici? Est-ce qu'il vient et après il trouve ici? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Je pense que c'est vraiment de la chance et des rencontres en fait. C'est pour un jeune professionnel, généralement on n'a pas le bagage technique,
qui va justifier l'expatriation à Hong Kong. Surtout dans une boîte étrangère, une boîte américaine ou européenne qui va t'envoyer à Hong Kong. Elle sait qu'évidemment, elle va devoir te verser un beaucoup plus gros salaire. Qu'il y a aussi le risque que ton expatriation se passe pas bien et que finalement, au bout de 6 mois, tu as envie de rentrer ou autre. Ok, bon, on a eu un petit problème technique. On reprend la vidéo. On était sur la question de voilà, quel conseil tu donnerais à un petit jeune qui veut venir? Ouais. Viens, il faut vraiment le faire, c'est une super expérience. C'est une expatriation qui est quand même à l'autre bout du monde. Donc c'est, je pense, important d'avoir une première petite expérience ailleurs. L'avantage de l'Europe, c'est qu'à travers l'Union Européenne, c'est hyper facile d'aller travailler en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, n'importe où. Ouais, en Angleterre, c'est devenu un petit peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Bref, ou partout ailleurs. Et ensuite, en effet, venir à Hong Kong. Et pour venir à Hong Kong, j'ai un peu envie de dire que tous les moyens sont bons. Il faut regarder sur LinkedIn, sur Instagram qui on connaît, qui est là et qui cette personne peut nous connecter. C'est vrai que maintenant, le circuit traditionnel d'envoyer un CV à une boîte ou de postuler une offre en ligne, il est devenu un petit peu plus compliqué, étant donné qu'on demande de plus en plus de parler mandarin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer, il faut se priver de rien, il faut ouvrir tous les canaux possibles. Et il faut tenter, et même si jamais on a un truc que ça nous plaît pas forcément au début, c'est pas grave, l'important c'est de venir, c'est de voir si on aime la ville, ce qui je pense va marcher avec 90% des gens parce que c'est quand même une ville super. Et voilà, et ensuite une fois qu'on est sur place, peut-être essayer de réajuster un peu la trajectoire professionnelle, trouver un autre truc. Mais l'avantage c'est qu'une fois qu'on est à Hong Kong, c'est vraiment hyper facile de faire des rencontres. Que ce soit dans un cercle de français ou ailleurs. Tu te fais vite des amis, des contacts. Et c'est une ville qui est super orientée business. Donc finalement, en fait, les mecs il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours des offres à prendre. C'est juste plus facile en étant sur place. C'est pour ça que je pense que l'important, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va nous permettre d'être à Hong Kong. Et ensuite, quand on est à Hong Kong, on ajustera. Ok. Alors, tu as dit qu'on demande un peu plus de parler mandarin ici. Ouais. Toi, tu parles mandarin ou pas? Pas du tout. D'accord. Je parle pas du tout. Et alors, il y a des Français qui hésitent à venir à Hong Kong quand ils ont une offre d'emploi. Moi, je le vois par exemple dans le groupe Facebook Français de Hong Kong. Il y a quelquefois des messages, des gens qui disent écoutez, j'ai une offre d'emploi à Hong Kong, je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Dites-moi comment est la vie là-bas, honnêtement. Tu vois, donc il y a des gens qui se renseignent. Avant, c'était pas ça. Avant, Hong Kong, tout le monde venait venir à fond, etc. Maintenant, il y a eu les manifestations, il y a eu le Covid, etc. Et donc, en fait, Hong Kong, on dit souvent que ça a perdu un petit peu son attractivité. Donc, à ces gens qui hésitent à venir à Hong Kong, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que ça, toi, ça correspond à l'image que tu te faisais? Il y a des gens qui disent ouais, Hong Kong, ça devient de plus en plus chinois, ça devient ceci, cela, il n'y a plus de liberté, machin et tout ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Moi, avant de venir à Hong Kong, je pensais que si je traversais au passage piéton, j'allais en prison, que si je fumais une clope dans la rue, j'allais en prison. Qui était d'ailleurs une super… Big Brother's watching you. Tu te disais c'est crédit social, machin. Ouais, moi je pensais qu'ils avaient les caméras avec reconnaissance faciale qui nous attribuaient des points ou pas, tu vois. Ouais. Donc j'ai été un peu flippé, mais j'avais envie d'essayer. Et en fait, pas du tout. C'est une ville qui est hyper ouverte, qui est hyper multiculturelle. Je trouve, à mon sens, que les étrangers sont hyper bien accueillis. Il y a vraiment cette dimension où, tiens, dans la rue, tu peux te faire des copains, quoi. Ça va super vite, tout le monde est hyper ouvert d'esprit. Et souvent, on compare Hong Kong et Singapour, on va dire, pour le business, je trouve, dans cette région du monde. Et c'est vrai qu'avec mon travail, je suis amené à aller à Singapour assez fréquemment. Et en pouvant comparer les deux, mais pour rien au monde, je quitterai Hong Kong, tu vois. Hong Kong, c'est vraiment vivant, il y en a pour tous les goûts. Si on est plutôt sportif, on peut aller faire du sport dans la nature, c'est un truc de fou. Si on est plutôt fêtard, il y a la fête tous les soirs. Si on est vraiment business orienté, il y a des opportunités de fou. Si on a une famille aussi, c'est quand même une ville, je trouve, Hong Kong, pour avoir une famille. J'ai pas d'enfant, mais de ce que je vois, qui est quand même hyper pratique. Donc pour moi, voilà, c'est une ville super. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais Hong Kong c'était mieux avant, le Covid a un peu tout cassé, tout mis en arrêt. Je sais pas comment c'était avant le Covid, mais moi ce que je vois c'est que quand je suis arrivé, c'était au moment où ils ont levé les mesures de restriction. Et en fait, c'est super. Alors, il y a de quoi faire, il y a de l'agitation, il y a des expos, il y a des trucs à faire tout le temps. C'est une ville qui bouge beaucoup. Donc peut-être que c'était mieux avant le Covid, mais en tout cas, après le Covid, ça reste vraiment cool. Je confirme que je parle beaucoup avec des Français qui sont là comme moi depuis 10 ans, 20 ans et plus. Et moi déjà, je suis ici, on est à Lan Kwai Fong, on est dans le quartier, le club de sport est dans le quartier où tout le monde sort.
Donc je vois que ça redémarre, mais c'est pas comme avant. Avant là c'était blindé cette heure-ci, maintenant ça commence à se remplir. Mais donc moi je dis aux gens que la vie, la nuit, tout ça, ça commence à redémarrer. Mais il y a plein de Français qui me disent ouais non c'est mort, il n'y a plus personne qui sort genre chez eux tout ça. Et donc il y a des Français de Hong Kong même, là tu sais c'est pas ceux qui vont venir à Hong Kong, c'est ceux qui sont là depuis longtemps qui me disent ouais maintenant c'est mort et tout ça. Donc mais toi c'est pas ça, toi tu es venu à Hong Kong depuis 1 an et demi, toi tu trouves que c'est top etc. Ouais, et évidemment après chaque ville va avoir sa propre manière de fonctionner, c'est tradition on va dire, ou voilà, ce que les gens aiment faire ou pas faire, mais je trouve qu'à Hong Kong, bon, il y a vraiment de tout. Si tu as envie de faire des soirées de techno jusqu'à 7-8 heures du mat, tu peux. Si tu es plutôt hip-hop, il y a aussi des clubs que pour ça. Si tu es plutôt bar, faire des rencontres là-bas, tu peux faire ça dans quasiment tous les bars de Hong Kong. La journée, il y a quand même pas mal d'expos et tout, donc franchement, moi je suis pas d'accord avec ça quoi. D'accord. Je suis pas d'accord avec ça, et pour un mec qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête, j'ai largement de quoi faire à Hong Kong. D'accord. Alors c'est quoi ton état d'esprit en fait? Là tu vas faire quoi? Tu es là pendant, tu penses, 2 ans, 3 ans, etc. Ou tu es là peut-être pour 20 ans, 30 ans, tu vas rester ici? Ou après, ou tu restes là quelques années, tu vas t'expatrier ailleurs? Ou est-ce que tu vas rentrer en France? Est-ce que tu as envie de rentrer en France maintenant? Voilà, c'est quoi ton état d'esprit? La situation à Hong Kong, la situation en France Pour moi, le rêve, ce serait de vivre à Hong Kong avec ma famille. Que toute ma famille vienne à Hong Kong, ça ce serait super. Voilà, ça va être un peu compliqué. C'est pas aussi simple. Ça va être un peu compliqué. Je vois mal là mes grands-parents, mes frères et sœurs te quitter pour venir ici. C'est, on va dire, les raisons principales de retour en France pour beaucoup de Français. Exactement. Mais moi, je me suis dit que j'ai pas de plan en fait. On verra. Pour l'instant, je suis ici, ça me plaît, je reste. Peut-être qu'un jour, ça me plaira plus. Dans ce cas, je partirai. Mais c'est vraiment une ville qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc, à moins qu'il y ait un drame familial majeur qui m'oblige à rentrer en France, je me vois rester à Hong Kong. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. Hong Kong va repasser sous giron chinois à 100% en 2049. Ils préparent une transition. 2047, ouais. 50 ans. Ouais. 97. Et ok. Bon, et à un moment ou à un autre, ils préparent une transition. Donc, c'est déjà un petit peu en train de se passer. Ils sont toujours super sympas avec les expats, mais je pense aussi que plus le temps va passer et plus on va peut-être se retrouver avec une ville de moins en moins multiculturelle. Et donc je pense aussi que c'est vraiment le bon moment d'être à Hong Kong. Là, on a encore 5, 10, 15 ans devant nous où c'est super. C'est super d'avoir une ville qui est en évolution, qui est en train de changer, et qui sera peut-être un peu moins ouvert aux étrangers, ou qui sera un peu moins pratique pour les étrangers dans le futur. Donc pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre ici en ce moment, c'est quand même super. Tu vois. Ouais, je pense ça va durer encore longtemps. Et puis bon, même quand ça deviendra chinois, tu vois, là aujourd'hui c'est le nouvel an chinois, demain je vais à Zhuhai, c'est à côté de Hong Kong pendant 3 jours, on y va souvent. Finalement, la Chine, il y a pas mal de Français qui sont en Chine, ils vivent très bien, ça reste très international. Voilà, mais après je pense que Hong Kong, elle a besoin de cette activité internationale. La Chine a besoin de Hong Kong. C'est vraiment une porte d'entrée on va dire, du monde entier. Très bien. Ouais, et alors, en dehors de la famille, en France, qu'est-ce que tu penses de la situation, je sais pas, si tu veux en parler, je sais pas, économique, tout ça, est-ce que toi, ça te donne envie toi, de rentrer en France, ou pour l'instant, non? Je pense qu'on a le plus beau pays du monde. C'est vrai, je confirme. On a quand même la mer, on a l'océan, on a les montagnes, la Provence qui est une région juste magnifique. Et je suis français. Donc à un moment ou un autre, je vais quand même rentrer chez moi. Ça c'est sûr. Après, est-ce que là pour l'instant j'en ai envie? Pas forcément. Il y a quand même quelques petites choses qui me dérangent un petit peu en ce moment. Et c'est assez facile pour moi de parler de ça parce que j'y suis pas. Donc forcément, je pointe juste du doigt et je fais rien pour changer les choses. Mais c'est vrai que dans ma situation actuelle, je me vois pas rentrer en France tout de suite. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air mécontents d'y être. Et je trouve aussi que on a un pays où il y a peut-être quelques petites choses à changer. On a beaucoup de gens qui sont mécontents de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, tu vois, on a quand même une montée des extrémismes, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est jamais bon d'avoir des gens qui sont trop extrêmes. C'est plutôt bon d'avoir des gens. C'est quoi l'extrême? Pour moi, l'extrême, en fait, c'est des gens qui vont dire qu'ils veulent plus faire de compromis parce qu'ils en ont déjà trop fait.
Et par exemple, je vais penser à un exemple tout bête. En ce moment, il y a des guerres partout dans le monde et la France, on a la chance de ne pas en avoir, donc on a un pays qui est safe. Et donc on a beaucoup de gens qui immigrent chez nous. Et c'est super, ça a toujours été la devise de la France, d'accueillir les gens qui sont dans le besoin. Ça fait partie de nos valeurs. C'est aussi grâce à ces gens qu'on a développé notre pays. Le seul problème, c'est que maintenant, on est arrivé à un point où on n'arrive plus à fonctionner correctement de nous-mêmes. Alors comment est-ce qu'on peut accueillir des nouvelles personnes et leur promettre un toit, leur promettre un emploi, leur promettre d'être heureux finalement dans un pays où nous-mêmes, on a du mal déjà à être heureux. Et je pense que c'est un petit peu... c'est un peu comme en amour en fait. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Et ça va être difficile avec notre pays de continuer à aimer notre pays, tu vois, si nous-mêmes déjà, on n'y croit pas. Et c'est pour ça que pour l'instant, ce ne serait pas mon choix premier de rentrer en France. J'espère que ça changera. Si ça ne change pas, c'est pas grave, on s'adaptera. Je pense qu'il faut garder vraiment la dimension humaine entre nous. C'est-à-dire qu'on est tous pareils finalement et que nous on a la chance de ne pas avoir de guerre, de ne pas avoir de famille ou autre. Donc il faut qu'on continue d'aider les autres, mais il faut qu'on les aide de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre... je ne sais pas combien de personnes par exemple qui sont au chômage en France, mais c'est abusé. Enfin moi c'est un truc, ça me... Combien de personnes travaillent 6 mois et après ils font rien pendant 2 ans, tu vois. Et après ils disent ah bah, c'est super, on accueille d'autres gens, on accueille d'autres gens. C'est très bien, mais ce qui va se passer, c'est que du coup je pense qu'il y a un moment où les mecs qui bossent vraiment, ils vont se dire mais on se casse. Mais du coup il faut accueillir ou pas accueillir? Je pense que... En fait j'ai envie de dire qu'il faut accueillir parce que comme je te disais, on a un pays qui est super, qui est safe, mais il faut accueillir de manière différente. C'est-à-dire qu'en fait je pense... Ah putain, je viens d'avoir une bonne idée. Je pense qu'en fait, quand on accueille les gens, il faut vraiment faire en sorte qu'on les fasse se sentir français. Et comment on peut se sentir français? On peut se sentir français, mais c'est comme dans tout pays. On se sent partie d'un pays quand on aide ce pays. Et comment on peut aider ce pays quand on arrive? Alors peut-être qu'on ne parle pas la langue, peut-être qu'on n'a pas forcément de qualification, peut-être même que ce sont des enfants, tu vois. Et on peut aider le pays là où le pays a besoin d'aide. Alors où est-ce que la France on a besoin d'aide? Bon, dans le service public. Tu vois, il y a des métiers, par exemple, qui ne demandent pas forcément beaucoup de qualifications, mais qui font un énorme bien à la société. Que ça peut être, je sais pas, moi, travailler pour les mairies des différentes villes, travailler dans les services ruraux ou dans les agglomérations. Aider en fait à faire en sorte que le pays fonctionne correctement. Et je vais prendre un exemple tout bête. Mais par exemple, il y avait beaucoup de manifestations à Paris sur ces dernières années. Il y a les gilets jaunes et autres. Je crois que c'était l'année dernière, les gens se plaignaient à Paris parce qu'il y avait des montagnes de poubelles et des rats de partout. Bon, c'est dû aux grèves et tout ça, très bien. Mais moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, quand ils arrivent en France, ils sont un peu démunis, ils ne savent pas trop quoi faire. Et tu crées une sorte de service où on leur dit, voilà, venez nous aider. Et là, on a les employés qui font la grève. Vous êtes embauchés à la mairie de X ou Y ville. Et voilà, et là, on a besoin d'aide, il faut que vous nous aidiez à enlever les poubelles ou autre. Ça marche aussi avec l'armée. Tu vois, pourquoi un homme qui a entre 18 et 60 ans qui immigre en France, il fait pas de l'armée pendant 6 mois ou 1 an? On n'a pas besoin de les envoyer au front. Là, il y a un bon système pour ça, c'est la Légion étrangère. Ouais, mais alors la Légion étrangère, ça va quand même s'adresser à des gens qui ont un parcours de combattant déjà. Tu vois, non, pas forcément, c'est des gens qui arrivent, ils veulent juste... ils abandonnent tout quand ils changent de vie. Okay. Ils arrivent en France et après... Et d'ailleurs, ils arrivent, peu importe comment ils arrivent, ici, ils peuvent venir à la nage, ils peuvent venir quoi que ce soit, mais ils veulent se consacrer à la patrie. Après, ils sont formés. Super. Bon, ça, c'est le top. Mais après, par contre, les gens, le respect des valeurs, ceux qui viennent, par exemple, d'Afrique, qui arrivent à Lampedusa, etc., là, comme on l'a vu récemment, ils passent par l'Italie, etc. Est-ce que ces gens-là, on doit les mettre dans l'armée? Bah ouais. Mais tu vois, mettre dans l'armée, ça ne veut pas dire envoyer au front et aller mitrailler des gens. Ça veut dire faire partie d'un collectif qui œuvre pour la même chose. Et cette même chose, ça va être le bien d'une nation. Alors, un militaire, on va penser que c'est juste là pour tirer sur des gens et tout, mais pas du tout. Ça peut faire aussi des missions de protection. Ah oui, mais ça peut assister les pompiers, ça peut assister les services publics. Et en fait, je pense que ça, c'est bien parce que déjà, ça apprend à faire parler français et ça crée un sentiment de fraternité. C'est-à-dire que si pendant 6 mois, 1 an, tous les jours on souffre avec les mêmes gens pour la même chose, on crée de la cohésion en fait. Et on va créer une sorte de dimension sociale qui, je pense, après quand ces gens sont intégrés dans la société, c'est super parce que c'est des gens qui ont appris à aimer ce dont quoi ils bénéficient. Et ça marche aussi pour
toutes les personnes qui sont nées en France aussi. Il y a tellement de personnes qui sont nées en France, ces gens-là, qui ont… Moi, de mon point de vue, on manque beaucoup de fraternité, de cohésion. Je pense que là, tu vois, on met 10 jeunes de 18 ans dans la même salle, français, il y a plus de chances qu'ils se tapent plutôt qu'ils comprennent comment, parce qu'ils vont jouer sur leurs différences de culture, sur leurs différences de valeurs. Alors que si, tu vois, tu apprends à toutes ces personnes pendant un laps de temps à se battre pour une même chose, à œuvrer ensemble pour une même chose, pour moi, ça crée de la cohésion. Et cette cohésion, cette fraternité qui est dans la devise française, c'est un petit peu quelque chose qui manque et qui, moi, de mon point de vue d'expatrié, serait un frein pour revenir en France. Je veux être en France, je veux être content d'être français et je veux être ami avec les Français. Et là, je rentrerai en France, je serais content d'être en France, mais je suis pas sûr que je sois ami avec tu tout le sens monde. qu'il y a des tensions, c'est ça, entre les différents groupes. Ouais. Il n'y a pas de ça. En fait, je trouve qu'on a vraiment perdu cette fierté de représenter un pays et cette cohésion entre nous. On a trop de gens qui se battent pour rien en fait. Et c'est important d'apprécier ce qu'on a déjà. En tout cas, au niveau de la cohésion, la fierté d'être français, je suis d'accord avec toi. Si on n'est pas, par exemple, par rapport aux Américains, ils sont très fiers d'être Américains. Il nous manque un petit peu ça en France. C'est dû, je pense, à pas mal de raisons. Par exemple, le service militaire, je pense qu'on aurait dû le conserver parce que ça forme, je pense, les jeunes bon, déjà, il y a de l'activité physique, il y a plein de choses qu'on apprend, mais aussi tu apprends à faire partie du système, d'aimer la France, etc. Il y a certaines valeurs. Et c'est un peu comme les arts martiaux. Voilà, tu fais les arts martiaux, tu es obligé de. Il faut que tu arrives à l'heure, il faut que tu travailles avec les autres, tu as des partenaires d'entraînement, etc. Donc tout se fait. Par contre, je pense que si tu fais. Après, il y a des gens chez les migrants, je ne pense pas qu'ils aient forcément l'état d'esprit de venir et de vouloir s'intégrer. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui le veulent, parce qu'ils veulent, ils vont dans de nouveaux pays, ils veulent démarrer une nouvelle vie, etc. Mais est-ce que tu crois que là, par exemple, maintenant, le service militaire, il y en a qui disent qu'en fait, le problème, c'est que si tu apprends à manier les armes à certaines personnes, ça peut se retourner contre la France. Tu vois pas ce danger, toi? Ah, je suis pas. Ouais, je dis ce que je pense. Je suis pas politicien et je vais plutôt avoir cette dimension humaine. On est tous humains. Tu vois, il faut quand même avoir cette positivité. Il faut avoir l'état d'esprit où on va quand même penser que chaque personne cherche à devenir une meilleure version de soi-même. Alors c'est faux, il y a des moments où pas du tout en fait, mais il faut quand même avoir cette dimension humaine avec nous. On est tous égaux, on est tous pareils, et oui, bah, peut-être que tu vas entraîner un mec à devenir militaire ou policier et que après en fait il va retourner son usage contre la personne qui lui a appris, et là c'est pas bien. Ou encore pire, contre la France. Ou encore pire contre la France, mais ça va être à mon sens des cas marginaux, tu vois. Okay. Il faut… Alors je suis peut-être un petit peu naïf, tu vois, mais j'ai vraiment envie de croire que… ouais, il y a une structure qui en fait peut convenir à tout le monde si tout le monde s'adapte un petit peu. Et oui, bah, il y aura forcément des moments ou des autres des gens qui seront pas contents. Et ensuite, on va faire du cas par cas. Mais j'ai pas envie de penser que les gens sont fondamentalement mauvais. Je pense que c'est pas bien d'être comme ça et je pense que ça nous amène dans un cercle vicieux. Et c'est pareil pour les arts martiaux. Tu m'apprends, là, tu vois, on se faisait du sparring, tu me donnais des conseils. Tu me donnais pas des conseils en me disant merde, qu'est-ce qui se passe si jamais dans 2 mois il arrive dans la rue par derrière et qu'il me fait la technique que je lui ai apprise. Là tu me disais non, c'est un mec voilà, qui a l'air normal, qui est cool, donc je lui transmets mon savoir parce qu'en fait je sais qu'après lui il va peut-être le transmettre à quelqu'un d'autre et c'est une sorte d'héritage qui va être basé sur finalement de la bonne foi. Et c'est pareil avec les gens qui viennent en France. Il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye et c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne suis pas politicien, je ne connais pas très bien comment fonctionne chaque département de l'État. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y croire. Et malheureusement, je pense que pour l'instant, on a perdu un petit peu cette lueur d'espoir. Où on se disait la liberté, égalité, fraternité, tout le monde ensemble, on peut y arriver si on œuvre pour un même but. J'ai un peu l'impression qu'on s'est perdu là-dedans. D'accord. Et bon, en dehors de la cohésion, etc., ouais. est-ce que toi tu te sens concerné par ce que disent les extrêmes
Voilà, sur l'insécurité, etc. Voilà, ici à Hong Kong, c'est très safe. Tu peux sortir à n'importe quelle heure et il n'y a pas un gars qui va te faire chier, qui va t'égorger, etc. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il y a quand même pas mal de problèmes en France, bon, certes de cohésion, etc. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ici, tu vas dans un bar, tu parles à tout le monde, tout ça. En France, c'est peut-être c'est pas la même mentalité, malheureusement. Là, je suis d'accord. Mais par contre, moi, je vois aussi que quand je prends le métro à Marseille, à Paris, etc., je crois que c'est pas la même ambiance qu'à Hong Kong. Ouais. Bon, déjà, c'est pas forcément propre, etc. Mais moi, ça me fait un peu mal au cœur que de voir, voilà, il y a une femme de 91 ans qui s'est fait violer, etc. Il n'y a pas longtemps. Il y a toujours un problème en France. Je sais pas si d'ailleurs, est-ce que tu vois ces informations? Est-ce que tu suis un petit peu? Et est-ce que ça te touche? Est-ce que tu penses que c'est un petit peu des faits divers ou pas? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais je regarde beaucoup les infos en France parce que, comme je te disais, j'ai toute ma famille qui est encore, j'habite encore. Elle est où ta famille? Dans quelle ville? Alors, j'ai à Lyon, j'ai à Montpellier, j'ai en Provence. Est-ce que j'en ai encore à Paris? Non, il n'y a plus personne à Paris. Donc voilà, plutôt Est et Sud. Et bah oui, Hong Kong, c'est quand même beaucoup plus safe que la France. En fait, pour nous, on va peut-être pas forcément être le profil à se faire emmerder dans le sens où on est plutôt jeune, on est plutôt en forme, tu vois. Mais par exemple, je vois beaucoup avec les filles ici. Les filles ici, elles sont hyper contentes de pouvoir rentrer chez elles toutes seules à 5h du matin, complètement bourrées, sans se faire emmerder, tu vois. Mais ça, c'est bien. Et c'est super. C'est vraiment, ça c'est un truc, c'est un luxe qu'on devrait avoir chez nous. Et pourquoi on l'a pas chez nous? Et voilà, bah ça je sais. ça c'est intéressant. Ça je sais pas, tu vois, mais c'est vrai que l'insécurité qu'il y a en France, je vois, par exemple, là je vois qu'il y a une guerre des gangs à Marseille. Qu'il y a deux gangs qui se tirent des rafales dessus en pleine journée. Et tu vois, et ça c'est quand même un truc, on s'est dit, mais comment on en est arrivé là? Et en fait, je pense, si on comparait Hong Kong et la France, qu'en fait à Hong Kong, il y a quand même cette dimension où les gens respectent l'État. Les gens ont peur de l'État. Ouais, ça c'est vrai. En France, il y a trop de laxisme. Ben, alors, je sais pas si c'est du laxisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Hong Kong, tu vois, si les mecs voient la police quelque part, il n'y a personne qui va faire le con. Ouais, même s'ils ne voient pas la police parce qu'ils savent qu'il y a des caméras partout. Exactement. Et on a quand même le truc de se dire, ouais, je suis libre, je suis un citoyen lambda, mais je vais quand même pas pousser ma chance trop loin parce que si je me fais choper, là c'est fini. Alors, bah, c'est pas camp de concentration et tout, mais tu vas te faire choper. Ouais, voilà. Tu vas te choper, tu vas en prison. Si tu voles un truc, si tu agresses quelqu'un, ça va se savoir. Exactement. Et les conséquences vont être vraiment lourdes pour toi. Et donc du coup, finalement, on t'explique qu'il faut être un citoyen qui respecte les autres. C'est la base. Malheureusement, en France, je pense que on n'a plus ça. Parce que, moi, à mon avis, les mecs n'ont pas forcément peur de la police. Parce que si moi j'avais peur de la police, j'irais pas avec une AK-47 tirer une rafale dans la rue en pleine journée. La France, c'est pas le 15e siècle, il y a des caméras dans les rues et tout. Donc je me dirais, mais je vais jamais faire ça. Et si ça se passe, c'est que je pense que les mecs n'ont pas forcément peur. Et du coup, on crée une sorte de dimension parallèle, une sorte de société parallèle où les mecs vont pas jouer au jeu avec les mêmes règles que les autres. C'est-à-dire que moi, voilà, on m'a appris à pas tuer, à pas frapper, voilà. C'est notre culture. Et j'ai l'impression qu'en France, comme je te disais, il y a ces deux sociétés un peu où tu as celle des gens qui respectent et celle des gens qui ne respectent pas. Et celle des gens qui ne respectent pas, est-ce que finalement ils sont vraiment impactés? Bon, bah ouais, de temps en temps, il y en a un qui va en tôle, mais ils ont. Enfin, de l'extérieur, j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup qui font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est ça, en fait, pour revenir à ta question, qui va créer le sentiment d'insécurité, qui est finalement choquant quand on arrive à Hong Kong et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas du tout ça, tu vois. Et évidemment, c'est quelque chose avec lequel j'adhère pas du tout. J'ai une sœur, j'ai un petit frère, j'ai envie qu'ils puissent se balader tranquille dans la rue, j'ai envie de pas m'inquiéter quand le samedi soir ils sortent et qu'à 3h du matin ils sont pas à la maison, tu vois. Et malheureusement, il faudrait régler ce problème de en France. Ouais. C'est pas juste un sentiment, il y a vraiment un problème. Ah non, ça par contre, alors comment on fait pour ça? Qu'est-ce que tu en penses? Tout le monde vient s'entraîner avec Marc, à faire du MMA et comme ça, voilà. Non, mais comment on règle ça? Je sais pas, c'est des questions qui sont vraiment complexes et auxquelles j'ai pas du tout la prétention d'avoir les réponses. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'insécurité et les clandestins, l'immigration illégale? C'est pas une question piège, tu parles de réponse. Non, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un lien? Ça m'intéresse parce qu'en fait, je te dis, je suis engagé politiquement. Okay. On n'a jamais parlé, Donc, en fait, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, tu as le profil type de l'expat à Hong Kong qui est de la finance, etc. Ouais. Donc,
Voilà. Tu fais de la bagarre. Non, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on n'a jamais parlé politique avant maintenant. Ouais. Comment régler ça? Non, est-ce que c'est lié à la clandestinité? Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre insécurité et immigration illégale? Je dirais que dans tous les cas, les mecs qui arrivent en situation illégale, ça doit être la galère pour eux. Parce qu'ils peuvent pas trouver un travail, ils peuvent pas trouver un appart ou autre. Donc forcément, c'est humain. Quand tu as passé 3 mois à dormir sous un pont et que tu vois quelqu'un qui passe sous ce même pont avec un sac Chanel et un iPhone qui coûte, je sais pas combien ça coûte, 1500 ou 2000 balles, c'est humain que les mecs au bout d'un moment, ça fait 3 mois qu'ils galèrent, qu'ils se disent attends, putain, je vais juste lui tirer ça et je vais me barrer en courant. Le problème, c'est que on devrait pas se retrouver dans ces situations. On devrait pas se retrouver dans des situations où tu as des mecs qui sont en dessous des ponts pendant 3 mois. Après, d'un autre côté, il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu de la clandestinité en France. Tu vois, et il y a toujours eu des gens bien et des gens pas bien. C'est-à-dire, 18e siècle, 19e siècle, il y avait ça. Alors, en effet, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont en situation précaire qui arrivent en France, ça a forcément un impact sur la violence et sur l'insécurité. C'est normal. Il faut quand même limiter ça alors. Ou pas. Ah oui, il faut arriver à trouver une solution pour ces gens-là. Et c'est comme ce qu'a dit l'Allemagne. L'Allemagne, au début, ils ont accueilli tous les migrants, et puis au bout d'un moment, ils ont dit putain, les mecs, on peut plus. Parce qu'il faut, et voilà. Mais donc, il faut limiter, il faut contrôler. Exactement. Il faut arriver. En fait, il faut être assez honnête en se disant je veux bien accueillir les gens, mais je dois être capable de m'occuper de ces personnes-là. Et est-ce que tu penses que là, on est capable de bien accueillir et s'en occuper? En fait, il faudrait. Je pense que non. Parce que je pense qu'il faudrait réguler ça. C'est-à-dire. Oula, tu es en train de me dire un truc d'extrême droite là, c'est pas bien? Non, je sais pas. Non, réguler ça, c'est-à-dire de dire bon, voilà, dans l'Union Européenne, on a 27 pays. Chaque pays va dire voilà, tous les mois, on accueille X migrants. Et alors, évidemment, ça crée des problèmes de dingue parce qu'aux frontières, c'est horrible. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vaut mieux essayer de faire ça au fur et à mesure et d'avoir des gens qui vont venir dans notre pays, qui vont se sentir bien aussi. Qui ne vont pas dormir sur des ponts, qui vont pouvoir faire partie de la société. Et ensuite, ces gens-là vont pouvoir aider d'autres personnes qui viendront au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que si on en a trop qui arrivent d'un coup et qu'on est débordé, ces personnes-là, en fait, on les perd. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'elles font, qui elles deviennent, comment elles font. Tout à fait, ouais. Et je pense que c'est après comme ça que c'est, au final, les premières victimes, après, ça va être ces personnes-là. Parce qu'ils vont se retrouver dans un pays où ils ne se sentent pas intégrés, où personne finalement ne veut d'eux, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils, tu vois. Et du coup, ça va les amener à des actes de délinquance qui vont encore plus les marginaliser dans la société, tu vois. Et donc voilà, après, c'est qu'un point de vue idéaliste. Je pense qu'il y a des centaines de trucs à redire sur l'idée que je viens d'avoir. Enfin, sur ce que je viens de dire, vraiment, c'est... Okay. Mais j'estime qu'il ne faut pas fermer les portes, et surtout qu'on a un pays qui vieillit, comme tous les pays traditionnels européens, l'Allemagne, l'Italie. On a besoin de gens, c'est le monde en fait qui est comme ça. Ouais, il y a des changements, il y a de l'évolution. Voilà, je suis d'accord avec toi, il faut une immigration légale et contrôlée. Mais un peu comme Hong Kong. Enfin, moi, je pense que le système de Hong Kong est assez efficace. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es un immigré à Hong Kong, moi je suis un immigré à Hong Kong, enfin un expatrié immigré, c'est un peu la même chose. Donc en fait, on est venu à Hong Kong, mais on a un visa parce qu'on a un travail ou il y a une raison d'être là. On n'est pas venu sur un bateau pour dire voilà, et moi je veux venir à Hong Kong. Et on n'attend pas du gouvernement de Hong Kong qui nous donne des aides sociales. Et voilà. Et bien entendu, on ne va pas égorger des gens et voler des sacs Chanel, etc. Donc finalement, le système de Hong Kong, on pourrait s'en inspirer en France. C'est-à-dire que les gens qui viennent en France, il faut qu'ils viennent avec un visa, avec une raison. On ne peut pas accueillir tous les migrants qui viennent d'Afrique maintenant. Tu es d'accord ou pas? Tu vois, non, je ne suis pas d'accord. En fait, oui, il faut qu'on arrive à instaurer cette petite barrière qui te permet pas de venir en France comme ça. Il faut avoir une raison de venir, et c'est là où, par exemple, tu vois, je vais pas être d'accord avec toi, c'est qu'il y a des raisons qui vont être extra ordinaires. Comme une guerre. Comme la guerre en Ukraine. Exactement. Donc les Ukrainiens, c'est normal. Voilà. Comme une guerre. Et donc, en fait, je pense qu'il faut avoir un cadre, mais aussi comprendre que ce cadre, il y a des moments où on peut aller un petit peu en dehors. Mais encore une fois, tu vois, j'ai pas la solution, c'est des questions qui sont vraiment complexes. Non, mais on n'est pas là pour parler de solutions, parce que voilà, moi ça m'intéresse d'avoir ton avis en tant que un jeune expatrié à Hong Kong, et voir en fait comprendre un peu ta pensée. Je pense qu'il faut garder cette dimension humanitaire,
qui reste la plus importante de toutes. Parce que c'est la devise française, liberté, égalité, fraternité. Et parce que peu importe d'où on vient, on reste des humains. Les mêmes choses nous rendent heureux, les mêmes choses nous rendent tristes, tu vois, et on a tous besoin des mêmes choses. On a besoin de manger, de boire, on est heureux de trouver un conjoint, on est heureux d'avoir des enfants, on est triste d'avoir des gens qui meurent. Tout ça, c'est un socle commun qui finalement appartient à l'humanité. Donc il faut bien avoir ça en tête, mais il faut aussi se dire jusqu'à quel moment je suis capable d'avoir une société qui va me permettre de rendre les gens intégrés, de rendre les gens heureux, épanouis. Et ça, c'est le vrai défi, parce qu'on a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont en situation de crise, qui cherchent à avoir un pays comme ça. On a beaucoup de pays qui ont les infrastructures nécessaires pour, mais il faut qu'on arrive à organiser ça. Et ça prend du temps, c'est de l'expérience. Voilà, donc je dirais, ouais, au final, tu vois, c'est ça, c'est essayer de réguler en fait l'immigration. Parce que imagine que là, d'un coup, on est 10 millions de migrants qui arrivent en France. Très bien, on va leur proposer un cadre, mais le problème, c'est que plus rien ne va marcher correctement. Et si plus rien ne marche correctement… on ne pourra pas bien les accueillir, c'est pas possible. Et si on arrive à un moment où finalement le pays ne marche plus correctement, les gens qui ont des capitaux, les gens qui ont créé de la richesse, vont se dire mais attends, moi ça ne va plus ce pays, donc ils vont partir. Et là on va se retrouver finalement avec un pays où on a beaucoup de gens qui ont besoin des capitaux d'autres personnes, mais ces autres personnes ont mis leur capital ailleurs, en Suisse, aux États-Unis ou autre. Et donc, ouais. Il y a beaucoup de Français qui quittent la France parce qu'ils voient la situation se dégrader. Ouais, mais c'est sûr. Et c'est les meilleurs qui quittent la France et c'est d'autres personnes qui arrivent en France. Alors, je sais pas si c'est les meilleurs qui quittent la France, mais encore une fois, ça, je pense que je peux pas en vouloir aux gens. Le monde, il est tellement grand, il y a des places tellement, il y a des endroits tellement beaux, tellement divers. Par exemple, Hong Kong, encore une fois, que je peux pas en vouloir à quelqu'un de quitter un pays parce que ça marche pas selon la manière dont lui il a envie. Tu sais ce que je veux dire ? On est tous libres d'aller voir ailleurs. Là, je suis d'accord. Donc ça, je peux vraiment pas en vouloir aux gens et je le fais aussi, tu vois. Même moi aussi. Voilà, exactement. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est notre responsabilité de faire en sorte que les personnes qui arrivent, encore une fois, se sentent chez nous et qu'on arrive à utiliser au mieux leurs capacités et leur vécu pour justement aider la société française. Mais alors, que je comprenne bien, tu es pour réguler l'immigration, pour qu'on arrive à bien accueillir les gens. Ouais. C'est bien ça. Mais alors là, par exemple, là, il y a beaucoup plus d'immigration. Il y a des gens qui viennent en France sur des bateaux complets de migrants d'Africains. D'ailleurs, essentiellement des hommes, pas beaucoup de femmes et enfants, surtout des hommes en bonne santé, en âge de combattre, etc. Les réfugiés ukrainiens, c'est les femmes et les enfants parce que les hommes sont en guerre. Donc, les femmes et les enfants ukrainiens, alors, je peux comprendre. Mais d'Afrique, tu as beaucoup d'hommes en bonne santé qui viennent. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer ou il faut réguler ? Est-ce qu'il faut les accueillir ? C'est quoi ton sentiment quand tu vois ça ? Parce qu'ils arrivent parce qu'il y a, là, il y a quand même, il s'est passé plein de choses. Il y a le Livre Noir qui est parti, tout ça, aller à Lampedusa, faire des reportages, c'est ça. Et en fait, ça a toujours existé. Mais à ce moment, il y en a de plus en plus. Il y a par exemple, tu as vu l'histoire, l'Ocean Viking, par exemple, est-ce qu'il doit venir ou pas ? C'est quoi ton sentiment ? Ça m'intéresse. Ok, c'est super parce que en fait, je pense qu'il ne faut pas raisonner au niveau de la France, mais de l'Europe. Et on est une cohésion de pays, qui sont tous amis les uns avec les autres, où on devrait raisonner tous ensemble. C'est-à-dire que certains jouent le jeu, certains ne jouent pas le jeu. Il y a des migrants qui préfèrent aller en France plutôt que d'aller se mettre en Suède, en Norvège, parce qu'il est trop froid ou autre. Ou parce qu'ils sont francophones. Voilà, c'est encore mieux, dans ce cas, c'est nickel. Il y en a qui sont anglophones, ils passent par la France pour aller en Angleterre. Voilà. Et donc en fait, je pense que ces gens-là, s'ils viennent ici, c'est quand même que chez eux, c'est l'enfer, tu vois. Et je ne pourrais pas dire à quelqu'un, tu viens pas chez moi parce que chez moi c'est super et j'ai pas envie que ça change, alors que je vois sa maison brûler. C'est quelque chose qui est impossible. Mais du coup, je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose où, à mon avis, en Europe, à travers les 27 pays, on a vraiment la capacité d'accueillir ces personnes et de les intégrer. Il faut juste qu'on arrive à nous, les 27, trouver un petit peu de cohésion, définir un cadre commun et qu'on joue tous le jeu. Parce que le jour où on a la guerre en France, on sera bien content de pouvoir aller se cacher en Espagne ou en Italie, tu vois. Et à ce moment-là, j'aimerais bien que les Espagnols me disent pas attends, Pierre, on a déjà 5 millions de Français qui sont venus. Oui, mais là, s'il y a une guerre, je suis d'accord avec toi, comme en Ukraine. Ouais. Mais là, c'est pas la guerre qui fuit, c'est la famille, sa situation économique. Voilà, ouais. Okay. C'est vraiment des conditions de vie qui sont pas bonnes. Et je peux pas blâmer quelqu'un de vouloir partir de chez lui, parce que chez lui, il n'y a rien.
Et si après, là, sur le principe, je suis d'accord avec toi, parce que si moi j'étais né en Somalie, si j'étais somalien, je ferais la même chose, j'irais en France. Voilà, et après, c'est à nous mais par contre, moi, je pense qu'il faut. On est un peu comme dans un jeu de rôle. Si j'étais né somalien, mon but c'est d'aller en France. Ouais. Et moi, je pense que le but de la France, c'est de trier, tu peux pas accueillir tout le monde. Mais tu n'es pas d'accord avec moi. Si, mais en fait, c'est ça, c'est que juste, on doit pas raisonner au niveau français, on doit raisonner au niveau européen. Et au niveau européen, on doit se dire, bon ben voilà, là on est à la fin du mois, l'Allemagne, vous avez eu combien de migrants? Vous en avez eu 15 millions, nous la France, on a eu 10 millions. Toi, tu veux répartir les... Exactement, l'Irlande, vous en avez eu combien? Vous en avez eu 1 million, et ben on va vous en envoyer quelques-uns. Et en fait, vraiment répartir ça de manière homogène. Et je pense que ça permettra aussi à certains pays qui ont énormément de migrants qui viennent chez eux ces jours-ci, comme l'Italie par exemple, d'arriver à garder leur identité et à inculquer cette identité aux nouvelles personnes qui viennent. Mais voilà, donc il faut vraiment qu'on raisonne tous ensemble au niveau de l'Union européenne. Et je suis un gros fan de l'Europe, je pense que ça offre des opportunités de dingue aux jeunes. Et à mon avis, il faut aussi se servir de ces opportunités pour faire face aux crises migratoires. Et on ne peut pas raisonner en tant que Français maintenant, c'est pas possible. On a les États-Unis d'un côté, on a la Chine de l'autre. Si nous, on veut rester aussi compétitif, que ce soit d'un point de vue économique, point de vue législatif et sur d'autres aspects, on doit raisonner au niveau européen. Et pour ça, c'est aussi comme ça qu'on peut aider, ou en tout cas prendre notre part à la situation migratoire. Et une fois que l'Europe sera trop, et ben là, dans ce cas, on peut se tourner vers l'OTAN. Il y a d'autres pays qui ne sont pas européens qui sont dans l'OTAN. Les Américains, on peut envoyer des gens en Amérique, on peut envoyer des gens... Je crois qu'ils ont quand même pas mal d'immigrés qui viennent du Mexique. C'est super. Ouais, ben voilà, ils ont aussi leurs problèmes. Ils ont aussi leurs problèmes avec les Mexicains. Mais par exemple, tu vois, je dis un truc tout con, mais le Canada, c'est immense le Canada. Ouais. Et ils n'ont pas non plus une population de 500 millions de personnes. Donc il y a de la place aussi. Et bah peut-être que tous les pays d'Amérique du Nord pourraient s'arranger pour que les migrants mexicains viennent peu en Amérique, mais aussi aux États-Unis, mais aussi au Canada, pour aider les Canadiens à faire des Y choses. Et si on aidait plutôt le Mexique à se développer pour que la qualité de vie soit bonne, ou l'Afrique, est-ce que... Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour aider l'Afrique à se développer. D'ailleurs, il y a pas mal d'expats. Moi, je connais des expats français qui sont en Afrique, qui sont très heureux. Ah ben ça, c'est le meilleur truc. À la fin des fins, il faut que chaque pays dans le monde soit capable d'assurer sa propre autonomie. Donc ça, en effet, c'est les meilleurs trucs. Mais malheureusement, on a essayé. La Chine a essayé aussi en Afrique. La Chine, en ce moment, ils ont la Chine s'est bien développée. À une époque, la Chine était assez pauvre. Il y avait des immigrés. La Chine, le Vietnam, à une époque, c'était très pauvre. On venait en France. D'ailleurs, c'est le cas de ma famille. Ouais. Mais maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est les Français qui viennent en Chine. Non, mais je te disais, la Chine par rapport à leurs investissements en Afrique, par exemple. En fait, il y a beaucoup de pays qui essayent, et c'est super d'essayer. Mais il y a essayé pour avoir une dimension humanitaire, et il y a essayé pour avoir la dimension business. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, attends, l'Afrique c'est super, ils ont des ressources de fou. Je prétends que je vais les aider parce que j'ouvre une entreprise là-bas. Et en fait, c'est une entreprise de minage, enfin des mineurs. Ils prennent les ressources. Donc en fait, ça, je pense qu'à la fin, l'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, il faut vraiment que nous, les pays développés, on les aide le plus possible. Mais c'est trop facile de dire, ouais, je viens, je vous aide, je vous mets un train. Et après, je me casse, tu vois. Il faut aussi leur expliquer comment il faut rester sur place. Il faut envoyer des gens de chez nous là-bas pour aussi comprendre, pour leur apprendre, pour leur transmettre le savoir. On a créé le train. Maintenant, comment on aide à entretenir les rails? Tu vois? D'accord. Comment on aide à créer une infrastructure qui va permettre de connecter deux gares ensemble? Comment on crée de l'emploi par rapport à ça? Sans changer leur mentalité à eux, parce que chaque personne va avoir une mentalité et un mode de raisonnement différent, mais en s'adaptant et en leur donnant finalement les outils pour que eux ensuite, ils fassent ça à leur sauce. Et alors, il y a des fois où ça va marcher, il y a des fois où ça ne marchera pas. Parce que il n'y a pas le bon cadre légal, par exemple. Ou autre. Alors, tu m'as parlé de l'Europe, donc tu dis régler ça au niveau européen. Donc, si je comprends bien, c'est par exemple, on va dire en France et en Italie, il y a trop de migrants. Maintenant, on va plutôt les mettre en Hongrie, en Pologne, là où c'est plus homogène, où ils n'ont pas trop de migrants, c'est ça? Tu veux dire le principe? Ah bah je pense qu'il faut que c'est trop facile de dire je suis un pays, je profite de plein de traités économiques qui me permettent d'acheter du blé, du soja à des prix de dingue. Et après de se dire bon bah j'ai profité de l'économie, par contre moi tout le reste je m'en fous, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Donc oui, les 27, effectivement, il faut qu'on accepte tous de jouer le jeu, de se dire. Après, il y en a qui ne veulent pas. Hongrie, par exemple, Orban, il ne veut pas. Il veut pas. Dans ce cas, on regarde qu'est-ce que la Hongrie apporte au niveau européen. Et ensuite, on décide. Mais le plus important, ça reste le caractère humanitaire. Le président hongrois, il peut dire qu'il ne veut pas d'immigrés, très bien. On le force à les prendre. L'Europe le force à. Non, mais on le force à le prendre, ou alors on lui dit, dans ce cas, voilà, tu restes dans l'Union européenne, mais tous tes petits avantages économiques,
tous les traités dont tu bénéficies, terminé, parce que tu n'en as pas besoin. Ok. Et sans créer une situation de précarité en Hongrie non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut vraiment qu'on on peut pas se permettre d'être centré sur nous-mêmes maintenant. Ça marche plus comme ça dans le monde, je trouve. D'accord. Et donc, voilà, les Hongrois, par exemple, qui disent qu'ils ne veulent pas de migrants parce qu'ils veulent garder leur identité, et ils disent que les migrants, ça peut apporter de l'insécurité, comme on voit en France. Ça, toi, tu trouves que c'est pas bien ce qu'ils disent, c'est raciste, c'est extrémiste. Comment tu réagis à ça? Comment tu le vois? Mais je comprends que les gens ils veulent garder l'identité d'un pays. Moi, je suis trop content quand je rentre en France et que je fais une raclette, tu vois. Je suis trop content d'aller à la boulangerie. Ou même ici à Hong Kong, tu peux pas venir, on peut pas remplacer les Chinois, etc. Ou le Japon, tu as vu, ce sont des pays qui sont ils font attention à garder leur identité. Ils veulent pas non plus que la population change. Mais au final, est-ce que honnêtement, mais on peut pas. Il faut quand même accueillir. Mais oui, il faut de l'humanité. Tu vas pas changer une culture, une tradition comme ça du jour au lendemain. Ça se fait sur des générations. Et oui, ils peuvent essayer de se protéger en se disant qu'ils veulent pas de migrants parce que ça va changer les traditions, la culture hongroise. Alors déjà, il va leur falloir quelques générations pour que ça change vraiment. Et en plus de ça, ça dépend que de eux. Ça dépend que des Hongrois de souche de s'impliquer dans la vie de la société et de se dire attends, bah voilà, on en a plein de migrants, et bah moi maintenant le samedi pendant 2 heures, plutôt que de rien faire sur mon canapé ou autre, et bah je vais aller donner des cours de hongrois, ou je vais leur faire visiter Budapest, ou je vais leur montrer comment les fermiers hongrois tu vois, font les récoltes. C'est un peu d'implication personnelle de chacun, et c'est comme tout, si chacun fait un petit peu, et bah à la fin on fait énorme. D'accord, ouais, bah, je pense qu'en tout cas dans un monde, je pense que tu me décris un monde assez idéal. Peut-être, sans vouloir te vexer, ça fait un peu bisounours parce que bien sûr, je pense que c'est peu réaliste. Ou alors c'est réaliste, mais dans une petite quantité. D'ailleurs, moi, je pense que ce serait bien. Moi, le Somalien qui va en France ou en Hongrie, qui parle parfaitement hongrois et qui travaille dans la ferme, etc., et qui est fier d'être hongrois, qui est patriote, moi, je suis pour. Mais à mon avis, il faut contrôler ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas accueillir tous ceux qui viennent d'Afrique maintenant parce qu'il y en a trop. Mais donc, il y a quelque chose à faire là-dedans. Parce que maintenant, je pense que on n'est plus dans les années, la fin des années 80-90, où en fait, tu avais besoin, par exemple en France, de main-d'œuvre, etc. Là, maintenant, est-ce que tu vois pas que la situation est un peu différente maintenant? Mais toi, si, tu penses que c'est. Bien sûr que si, c'est différent, c'est évident, mais est-ce que c'est mal? Ok, non, mais c'est intéressant comme point de vue. Ouais, bah oui, il y a plus d'insécurité, il y a des camps de migrants, c'est horrible. Je regarde à Calais, les mecs, mais c'est horrible les conditions dans lesquelles ils vivent. Tu vois, par exemple, en Suède, parce que toi, tu as dit il faut plusieurs générations et tout ça, mais en Suède, il y a eu beaucoup d'immigration de Syrie, etc. Et donc, c'est allé assez vite que. Maintenant, il y a des manifs d'islamistes en Suède. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes suédoises qui sont faites violer, agresser, etc. Donc ça va assez vite. Comment tu le vois ça? Tu trouves que c'est quoi le problème? C'est parce qu'il y en a eu trop? C'est parce que ça a été mal géré? Parce qu'ils ont été mal accueillis? Ils ont été mal intégrés? Ou c'est la police qui a été trop laxiste? C'est quoi comment tu le vois déjà, déjà, un Syrien qui arrive en Suède, ouais. Il y a un gros changement. Tu vois. Le mec, il arrive dans un pays où en hiver ils ont 3 heures de soleil par jour, enfin de jour, dans la journée. Le mec, c'est quand même. Il faut une grosse capacité d'adaptation. Donc il a perdu ses repères, donc c'était pas facile pour lui. Non, mais évidemment, mais de toute façon, c'est pas facile pour lui. Il est parti de Syrie où, si ça se trouve, des membres de sa famille sont morts. Il a dû partir du jour au lendemain, en pleine nuit, entre des explosions. Enfin, évidemment que c'est pas facile. Après, ouais, ça fait sûrement bisounours, tu vois ce que je dis, mais je reste convaincu que l'humain peut être bon, tu vois, que c'est à nous de nous entraider et que on doit vraiment essayer de se mettre à leur place. Oh ben là, je suis d'accord avec toi, l'humain doit être bon. Mais en fait, en Suède, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire différemment? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? C'est que aussi, il faut dire que ça s'appelle, comment on dit ça? C'est des changements démographiques. C'est comme ça, c'est juste. Oula, c'est pas bien ce que tu dis, c'est un peu comme le grand remplacement. Mais non, c'est le changement démographique, c'est-à-dire que c'est naturel qu'il y ait une évolution des races. C'est-à-dire qu'avant, dans les siècles précédents, il y avait beaucoup de personnes blanches, tu vois, ou du moins, on va dire, non, attends. En Europe, tu veux dire? Voilà, et le monde était centré autour de l'Europe dans les siècles précédents, et donc du coup, voilà, il y avait une sorte de, il y avait beaucoup de personnes blanches.
Là maintenant, on a quoi? On avait la Chine qui avait 1 milliard d'habitants, maintenant c'est 1,5 milliard. Et là récemment, l'Inde est passée devant. Tu vois? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est des populations, par exemple l'Inde, où ils grossissent parce qu'ils ont un super taux de fécondité, tu vois, commencent à avoir des meilleures infrastructures aussi qui leur permettent de vivre plus longtemps. Et nous, on a des pays comme la France où on fait moins d'enfants. On continue de vivre longtemps, mais on fait moins d'enfants. Donc c'est évident qu'à un moment ou un autre, c'est un gros problème. Dans 500 ans, dans 1000 ans, même dans 100 ans, c'est évident qu'on va avoir plus de personnes de type indienne que de personnes de type européenne, caucasienne. Alors on dit caucasien maintenant, caucasien, c'est ça. Et ça, faut pas être contre ça, c'est juste normal. Moi je suis pas contre. Voilà, non mais c'est l'évolution. Et donc les Suédois, les Suédois qui se disent ah attends, on commence à avoir trop de personnes qui sont typées syriens. Ah les gars, faites plus d'enfants. Je pense pas que c'est le type, parce que il n'y a pas de problème à recevoir des gens qui ne sont pas blancs, je pense, mais je pense qu'ils en ont reçu trop et peut-être en fait ils ont pas été en capacité de les accueillir, ils en ont reçu trop. Et du coup, ces gens-là, ils créent de l'insécurité. Ouais, mais c'est ce que je te dis. C'est parce que la Suède, ils en ont reçu trop. Et la Finlande, le Danemark, la Norvège à côté, ils en ont reçu autant ou pas? Je sais pas. Mais peut-être que si sur les 10 millions qui étaient en Suède et les 1 million dans les 3 pays voisins, on avait un peu mieux réparti, on peut donc aussi. Il faut répartir, d'accord. Pour moi, il faut répartir, ouais. Il faut vraiment arriver à répartir. En tout cas, tu es d'accord sur le principe qu'en fait, on peut accueillir, mais pas trop. Il faut que ce soit dans des quantités assimilables. Il faut assimiler les gens. Ah oui, c'est pour l'assimilation. C'est évident. Tu peux inviter, imagine que chez toi, tu as un appartement avec une chambre et un canapé. Ah, tu peux inviter 2 potes à dormir la nuit. Ouais, ça va marcher. Puis il y en a un troisième qui va venir. Ah putain, tu vas dormir par terre. Voilà, on est d'accord sur ce point. Voilà, c'est normal, c'est comme tout. Ok. Et c'est long déjà. Ouais. Bon, au début, on avait dit 10 minutes. Mais bon, mais c'est super intéressant, c'est pour ça. Et on va dire, tu m'as parlé d'Europe. Est-ce que tu vas voter pour les européennes? Bah non. Et c'est pas bien. Je suis en train de me dire. En plus, c'est cette année. Ouais, tu sais quand c'est? J'imagine que c'est en mai. C'est le 9 juin. C'est le 9, j'étais pas loin. Alors, pourquoi tu vas pas voter? Ben, c'est une très bonne question parce que c'est une très bonne question et là tu vois je me sens bête parce qu'un mec comme moi qui est profité de l'Europe, qui a vécu dans 4 pays européens, qui dit qu'il faut être européen. Et en plus tu as des idées parce que tu me dis qu'il faut répartir. Non mais tu as des convictions, tu dis qu'il faut répartir et tout ça, donc et après tu me dis que tu vas pas voter, c'est drôle. Ouais c'est drôle, mais tu vois c'est vraiment un truc qui est pas bien, c'est que je me suis jamais trop investi dans la vie politique. Après, c'est même pas la vie politique, c'est un acte citoyen, c'est ton devoir. C'est un acte, voilà. J'ai jamais fait cet acte citoyen trop, à part pour les élections présidentielles. Mais parce que très vite, je me suis expatrié. Mais en plus, je me suis. Est-ce que je peux te demander, tu n'es pas obligé de répondre, je peux te demander pour qui tu as soutenu pour les présidentielles? Ouais, j'ai voté en 2000. Alors, pas en 2022 parce que j'étais. Je sais plus où j'étais, mais j'étais en Mongolie pendant les élections, pendant les moments du vote. Donc, j'avais pas voté depuis la Mongolie. Tu n'as pas fait procuration? Non. J'étais en Mongolie au milieu de rien avec mon cheval. J'ai pas du tout pensé. Et si tu pouvais voter, tu aurais voté pour qui? Eh ben, je pense que j'aurais voté pour Macron parce que j'avais voté pour lui en 2017 et je pense que au premier tour, dès le début? C'est il y a longtemps. Bah, je pense, ouais. Je vais dire que oui. Parce que je pense que c'est très difficile de changer un pays selon ses convictions en 5 ans seulement. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment s'il a fait du très bien, du très mal ou pas grand-chose. En tout cas, ton image de lui, par rapport à ce que tu sais, tu as une bonne image de lui. J'estime qu'il a eu un mandat très difficile. Son premier mandat, il a eu Gilet jaune et il a eu le Covid. C'est quand même 2 choses qui impactent la société. Tu vois. Et donc, j'avais envie de lui donner une deuxième chance. Donc, si j'avais voté, je pense que j'aurais voté pour lui. Et après, encore une fois, c'est trop facile pour moi de dire si c'était bien ou pas en vivant à l'étranger. Tu vois. Il fait des mesures, moi je lis ça dans le journal, très bien, mais je vois pas vraiment à quel point ça m'impacte. Tu ne sens pas forcément concerné. Bah oui, tu vois, je vois ma famille, par exemple, je vois ma maman, elle est considérée comme la classe moyenne. Bah, je vois que depuis que Macron est là, elle a été quand même énormément impactée et plutôt négativement. Elle a des impôts qui ont augmenté, elle a un pouvoir d'achat qui a diminué, elle a le travail, tu vois. Donc, de ce point de vue-là, je me dirais, bah merde, il y a un problème. Il a fait de la merde. Je me dirais, il y a un problème quelque part. Ouais. Et d'un autre côté, après, je l'écoute, le gars, et il me dit que l'Europe, quand même, c'est top, qu'il faut y croire.
Je le vois aussi faire des choses bien. Il essaye d'avoir un rôle de médiateur dans les guerres qui sont en train de jouer. Il essaye de jouer d'utiliser l'influence française, qui est quand même bien. Donc, Ouais, mais ça, n'importe quel président le ferait. C'est normal. N'importe quel président, normalement, veut que la France soit importante dans le monde, etc. Ouais, mais est-ce qu'il irait dire à Poutine, arrête de bombarder les Ukrainiens? Est-ce que n'importe quelle personne fait ça? Non, tu sais pas. Tu vois? Et donc moi je trouve que ce qu'il a fait sur la scène internationale c'est super. Après sur la scène nationale malheureusement je suis pas assez renseigné pour pouvoir dire. Mais tu es renseigné par rapport à ta mère, tu dis qu'elle a moins de pouvoir d'achat, etc. Ouais. Donc si je comprends bien, tu vois que ta famille en France elle vit moins bien. Ouais. Cependant tu votes quand même pour Macron parce que tu penses qu'il a quand même fait du bon travail? Non, j'aurais revoté pour Macron en 2022. Parce que je pense que son premier mandat a été vraiment très compliqué. Il a été impacté, voilà exactement. C'est ça ton raisonnement. Et oui, je vois que ma famille a impacté de manière plutôt négative sur la vie quotidienne. Mais je suis pas non plus, j'ai pas non plus des œillères. Je sais aussi qu'il y a des événements extérieurs qui impactent notre vie. La guerre en Ukraine a grandement contribué à l'inflation en Europe. Tu vois. Le fait que, comme tu le disais, comme tu en parlais tout à l'heure, il y a de plus en plus de migrants qui viennent en France, fait aussi qu'on a plus de personnes à prendre en charge. Donc évidemment, on va devoir payer plus d'impôts. C'est des facteurs extérieurs, on va dire. Et c'est bien ou pas le fait de devoir payer plus d'impôts pour le pays, pour les migrants qui arrivent en France? C'est la solidarité, c'est l'humanité. C'est pas bien ou pas bien, c'est qu'il y a un moment ou un autre où… On n'a pas le choix. Il faut les accueillir, il faut les aider, donc il faut payer plus d'impôts. Il faut penser aux autres, quoi. Tu vois. Après, il y a une limite. Je comprends. C'est quoi la limite? J'irai pas cracher sur quelqu'un qui part s'expatrier en Suisse, par exemple, parce qu'il estime qu'il gagne bien sa vie, qu'il crée de l'emploi et qu'au final, il paye trop d'impôts. Déjà, j'irai pas cracher sur cette personne non plus parce que je le comprends. Je comprends que cette personne, peut-être qu'elle se lève très tôt, elle prend des risques. C'est un chef d'entreprise. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. Et donc c'est normal de payer plus d'impôts pour financer, pour aider les gens pour qu'ils soient bien accueillis en France. Ouais. Mais après, tu comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de payer, qui s'expatrient comme toi et moi. Là, on ne paye pas d'impôts en France, on s'expatrie. Mais complet. Tu vois, il faut que chacun soit honnête avec ce qu'il est prêt à faire ou pas. Et le mec qui veut se barrer de la France parce qu'il estime qu'il paye trop d'impôts pour les autres, je le comprends, je le critique pas. La personne qui au contraire se dit, écoute, j'arrêterai d'acheter du Nutella pour le matin et je mangerai plutôt des tartines au beurre parce que justement je dois aider les gens qui sont en situation précaire qui arrivent en France et donc du coup il se fait un effort finalement tu vois, sur son train de vie. Je le comprends aussi et je le respecte. Il faut que chacun trouve la solution dans laquelle, la situation dans laquelle il se trouve bien. Mais encore une fois, tu vois, c'est des trucs j'ai pas l'expérience de ça et j'ai pas non plus j'ai pas l'expertise nécessaire pour pouvoir appuyer une idée. On n'est pas vraiment dans une discussion politique, c'est plus sur le sentiment. D'ailleurs, la plupart des gens qui votent, ils sont pas dans la politique, ils suivent. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue de quelqu'un qui est expatrié, qui voit un peu les choses de loin, qui voit un peu les infos et qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il vote ou pas. D'ailleurs, tu m'as dit que tu as voté Macron en 2017, mais avant que Macron existe, tu étais plutôt quoi, de gauche, de droite? Je vais dire quand même en 2012, tu as voté pour qui? Sarkozy ou Hollande? J'ai voté pour Sarko. Donc à l'origine, tu es plutôt de droite? Ouais, on va dire que ouais. J'estime que je suis plutôt de droite à l'origine. Même si c'est pas non plus des convictions de fou, hein. Mais je suis plutôt de droite parce que j'estime que tout le monde, le système socialiste où on veut vraiment redistribuer les richesses de manière, on va dire, équitable entre tous, ça marche pas. On est d'accord. C'est pas possible, il y a trop de profils différents. Donc oui, je me considérerais plutôt de droite. Même si je ne suis pas investi en politique, j'aurais plutôt un mode de raisonnement et des idées venant du courant de la droite. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du système de Hong Kong? Est-ce que c'est bien géré? Parce qu'en fait, moi je dirais je dis souvent, après tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, que Hong Kong c'est un petit peu extrême droite. Parce qu'en fait, Hong Kong, c'est très libéral, comme tu dis, c'est pas socialiste du tout. Ouais. Donc on va dire c'est ultra libéral et c'est ultra, on va dire, sécuritaire. C'est-à-dire là, comme tu as dit avant, si tu fais une connerie, tu vas te faire choper, etc. Donc ça, il n'y a pas de laxisme. Ouais. Et en plus de ça, tu ne peux pas venir immigrer à Hong Kong sur un bateau. Ouais. Ils ne vont pas t'accueillir, donner des aides.
Donc moi je pense que ça c'est plutôt bien, mais toi, bon, si j'ai bien compris, tu n'es pas d'accord avec moi, tu penses qu'il faut plutôt accueillir. Mais en tant que toi, le système de Hong Kong, est-ce que tu penses qu'il est bien ou est-ce qu'il devrait être plus humanitaire? Est-ce qu'il devrait accueillir les immigrés des Philippines et leur donner des aides sociales, etc. Est-ce que tu es bien à Hong Kong? C'est vrai que c'est un peu hypocrite, tu vois, de ma part, de dire que c'est là où je veux en venir. Il faut vraiment avoir cette dimension humanitaire. Et moi, je me barre à Hong Kong, tu vois. C'est vachement hypocrite. En fait, tu es dans un système... dans un endroit où c'est hyper dur de venir sans raison. En fait, là, tu vis dans un pays qui est un peu extrême droite. Ah oui, non, mais c'est pour ça que c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça, parce que je suis très content à Hong Kong, j'aime bien. Et donc, Hong Kong prouve, il y a plein de paramètres différents, tu vois, combinés ensemble. Mais Hong Kong prouve que leur système est un système qui marche. D'accord, mais ce système, c'est pas bon pour la France? En fait, j'ai envie de te dire, si on avait créé la France comme ça, ouais, ce serait super, mais on n'a pas créé la France sur les mêmes valeurs que Hong Kong. Donc, en théorie, dire ouais, on réplique le système de Hong Kong à la France, très bien. Mais en réalité, il y aurait on ne réplique pas, mais on s'en inspire. Ouais, on peut s'en inspirer, mais il faut aussi bien comprendre que la France, ça a été depuis le début, c'est il y a très longtemps, mais la France a quand même toujours eu cette dimension sociale et humanitaire qui est moins présente qu'à Hong Kong. En France, on va essayer d'aider le plus possible les gens dans le besoin, les gens dans le précaire. Ouais, on va dire que c'est la valeur française. Ouais, à Hong Kong, tu perds ton taf et si tu n'en retrouves pas un dans 3 mois, tu vois. Enfin, à la fin de ton visa. Alors, tu préfères quoi? Là, tu es à Hong Kong, donc bon, tu es bien là. Mais en fait, mais j'ai envie de dire que ça va pas répondre à ta question, mais j'ai envie de dire que je préfère rien. J'ai juste envie de dire que différents systèmes marchent à différents endroits. Et par exemple, Hong Kong, je vais être curieux de voir comment c'est une fois que ça repassera sous giron chinois à 100%. Tu vois, est-ce que ça va rester une ville aussi riche, machin? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est difficile de comparer les deux. C'est bien de dire que le système de Hong Kong marche et qu'on pourrait s'en inspirer en France, mais on devrait s'en inspirer à la française. Et donc, je m'arrête là. Ok, non, mais en tout cas, c'est super intéressant. Moi, je suis content d'avoir parce qu'en fait, il y a vraiment le profil type de l'expat de Hong Kong, donc je suis content. Au début, on devait parler surtout arts martiaux. Et j'espère. Alors, en fait, je vais finir avec ça. Et là, ça m'intéresse peut-être un peu plus. Alors, qu'est-ce que tu penses de. Moi, je vais te dire, on n'a jamais parlé de politique avant maintenant. Moi, je vais te dire, je suis engagé en politique. Est-ce que tu peux deviner ce que je fais? Moi, mes convictions. Bah ouais, après ce que tu m'as dit, déjà c'est sûr et certain que tu n'es pas gauche, et encore moins extrême gauche du coup, donc je te mettrai pas au centre non plus parce que... non, je te mettrai pas au centre, donc du coup j'irai te mettre à droite, et ensuite entre droite et extrême droite, j'ai pas de définition très claire, hein, donc nos définitions des différents partis politiques peuvent être différentes. D'après toi, mais je te placerai plutôt côté extrême que côté... C'est grand mot extrême. Non, mais extrême droite, l'extrême droite actuelle, que la droite actuelle. D'après toi, je pense, hein, c'est mon avis. D'accord. Et je ne dis pas que c'est pas bien. Est-ce que tu sais qui j'ai soutenu pour les présidentielles de 2022? Ouais. Non, non, je ne sais pas. Non, je ne savais pas, parce que souvent les gens le savent avant de me rencontrer. Donc, d'après toi, devine. Du coup, si je reste sur mon truc, il y avait qui? Il y avait Le Pen, il y avait Zemmour, et il y avait qui d'autre de ce type de courant? Philippot, Dupont-Aignan? Ouais, non, je te vois pas. T'es un mec qui aime la bagarre, je te vois pas voter pour un gars comme Dupont-Aignan. Pourquoi Dupont-Aignan? Il est un peu mou, il est un peu, tu vois. Ok. Et tu sais quoi, je dirais... Ouais, Le Pen ou Zemmour, je pense. Je te vois pas voter pour Macron non plus. Donc ouais, je dirais Le Pen ou Zemmour. Alors, lequel des deux? Lequel des deux? Oh, putain, c'est dur parce que je connais pas hyper bien leur programme et tout. Super intéressant. Je connais pas hyper bien leur programme. Enfin, je connais même pas trop leur programme. Mais Zemmour, il était nouveau, il y avait une hype autour de lui. Ah mais putain, ça t'aurait fait... Allez, tu sais quoi, je vais dire Zemmour. Je vais dire Zemmour parce qu'il y avait une petite hype autour de lui, parce que le mec, il avait quand même... T'as pas du grand remplacement. T'as dit est-ce que c'est comme un remplacement? Donc je vais dire Zemmour. Ok, ouais, c'est bien deviné. Ouais. Bravo. Allez. Bon, dernière question, est-ce que ça... Non, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, la plupart des gens qui me rencontrent à Hong Kong,
ils ont fait des recherches, ils savent qui je suis. Donc souvent ils me détestent ou ils m'aiment bien ou quoi, ou alors ils s'en foutent. Voilà. Je suis venu pour la bagarre. D'ailleurs, par exemple, moi je pensais que tu étais au courant déjà. Quand tu me contactes déjà, je me dis bon, il y a un Français qui vient à Hong Kong, il me contacte et je savais pas que tu savais pas. Donc, j'ai même appris avec toi que tu avais fait des combats MMA en pro, je savais pas non plus avant de venir. Alors maintenant, dernière question, est-ce que ça change quelque chose? Non. Le fait que voilà. Parce que moi il y a des gars à Hong Kong, dès que je me suis engueulé pour Zemmour, ils sont devenus fous quoi. Ils m'ont dit espèce de facho, oublie mon numéro de téléphone, etc. quoi. Non, moi je m'en fous parce que déjà je suis pas forcément impliqué en politique, c'est malheureusement un paramètre qui va impacter mon jugement. Mais je m'en fous aussi parce que t'as le droit de penser ce que tu veux, enfin tu vois. Tu penses ce que tu veux, je pense que je veux, je vais pas venir te faire chier à t'imposer mes idées, tant que tu m'emmerdes pas à m'imposer tes idées, c'est bon, on peut discuter. On peut avoir des discussions parce que de toute façon c'est toujours intéressant et c'est en discutant avec des gens qui sont pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes convictions, que tu deviens un petit peu moins con. Exactement. Donc c'est bien. Après mec, tu peux voter pour Zemmour ou pour toi-même, je m'en fous quoi. Ok. Rien à foutre. Très bien. Bon, super intéressant. Ben, merci. Avec plaisir. Est-ce que ça te dérange pas que je mette ça sur YouTube? Non, tu peux mettre ça sur YouTube. C'est intéressant. Je sais pas trop qui va être intéressé parce que je viens de dire. Mais oui, tu peux mettre ça sur moi, YouTube. je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, tu as le profil type du gars qui travaille en finance à Hong Kong. Ouais, qui fait de la bagarre aussi. Et puis voilà, en plus ça fait plaisir parce qu'on a parlé à martiaux, on a parlé style de vie. Et en fait, finalement, on a plein de choses en commun. Ouais. Le Wing Chun, les arts martiaux. En fait, finalement, à l'origine, je sais pas si tu sais, mais je viens de la finance. J'ai fait un master en finance, je suis contrôleur de gestion à la base. Voilà, donc maintenant, je viens de la finance à la base. Et après, j'ai laissé tomber mon job à temps plein pour faire des arts martiaux à temps plein, pour ouvrir mes business. Donc j'ai fait Erasmus. D'ailleurs, moi, finalement, au début, je suis très européen, dans le sens où je suis pour la libre circulation des personnes. J'ai bénéficié moi-même de 2 Erasmus, 3 Erasmus même. J'ai fait 2 échanges universitaires. J'étais en Allemagne, j'étais en Angleterre. Et après, j'ai fait un stage Erasmus, dans le sens où j'ai eu une bourse Erasmus. Donc, je suis pour l'Europe, dans le sens où, en fait, pour les échanges, tout ce qui est comme Erasmus. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a le fait d'imposer aux autres pays, par exemple, le quota d'immigrants, etc. Là, ça me pose plus de problème. Mais par contre, je respecte tes opinions et tous les autres. Ouais, mais j'ai dit ce que je pensais. J'étais pas trop. J'ai pas la réponse à tous les problèmes, hein, mais voilà. J'ai dit ce que je pensais. Mais c'est intéressant parce que la plupart des gens, ils n'ont pas la réponse. D'ailleurs, ils ne cherchent pas la réponse, ils n'ont pas que ça à faire. Toi, tu travailles dans la finance, on fait des arts martiaux. Finalement, et encore plus nous en tant qu'expats, la plupart des expats, ils regardent la politique de loin. Ouais, exactement. Donc voilà, et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue de pourquoi les gens votent pour toi. Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as voté Macron. Voilà. Mais d'ailleurs, je t'incite à voter pour les européennes. Et après, tu votes pour qui tu veux, mais je pense que le vote est important parce que c'est notre devoir. C'est vrai. Et pour information pratique, on peut voter au consulat. Est-ce que tu es inscrit au consulat? Pas du tout. Voilà. Mais là, le mot de la fin, inscrivez-vous au consulat. Inscrivez-vous au consulat. Voilà. Et imagine demain, tu as parlé de guerre ou de je sais pas quoi. Ouais. Il y a une guerre, il y a un tremblement de terre ou je sais pas quoi, il y a un typhon qui fait des... Il faut référencer tous les Français qu'il y a à Hong Kong. C'est important que les gens sachent que tu es là. C'est voilà. vrai. Bon, ça, il y a peu de risques quand même. Et puis bon, ne serait-ce que pour voter. Donc, tu m'as dit la dernière fois que tu étais en Mongolie, tu n'as pas voté en 2022. Ouais. Ben là, tu peux très bien voter au consulat ou au lycée français. Je ne sais pas où on va mettre des bureaux de vote, où ils vont mettre, c'est pas moi qui organise. À Hong Kong, tu pourras voter le 9 juin si tu veux, en personne. Et si tu ne veux pas voter, tu peux donner procuration. Okay. Si tu veux, tu peux me donner procuration. Ouais. Si tu veux, je peux voter pour la liste de Macron. Ouais. Je sais pas, il faut dire que je regarde qui est là. Mais je pense plutôt que je vais pas voter pour sa liste. Okay. Mais tu peux me donner procuration si tu veux. Ok. Bah non, j'irai par moi-même. Bon, merci beaucoup. Merci Marc.